Le plan Nord, ce que c'est grosso modo, c'est un plan qui d'abord avait été mis sur pied par Jean Charest et il avait annoncé que ce serait un grand plan de développement économique énergétique en 2008. Et là où c'était particulier, c'est que quand Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, s'est fait poser la question à savoir qu'est-ce que vous pensez du plan Nord, M. Picard avait répondu, écoutez, moi comme chef de l'Assemblée des Premières Nations, jamais personne ne m'en a parlé, donc je l'apprends en même temps que vous, les médias. Puis là, il avait dit, moi, j'aurais un plan sud à leur proposer. Suite à ça, le plan Nord a évolué parce qu'en 2008, le plan Nord, c'était pas le même plan Nord qu'en 2011. Pour une raison très simple, c'est qu'en 2008, le prix du minerai n'était pas au prix élevé qu'il est rendu aujourd'hui. Donc, le plan Nord, initialement, c'est un plan énergétique. Et là, c'est-à-dire qu'on parlait d'investir 50 milliards d'ici 2035 dans des nouveaux projets énergétiques hydroélectriques et éoliens principalement. Avec la hausse du prix du minerai, là, c'est devenu en bonne partie aussi un plan minier et on a attaché à ça un plan de développement, comment dirais-je, social pour les Premières Nations qui avaient besoin de logements et qui criaient depuis des années qu'ils avaient besoin de ce logement-là. Quand Jean Charest a dit « on va mettre de l'argent dans le cadre du plan Nord pour faire en sorte de construire des habitations pour ces gens-là », en fait, cet argent-là ne fait pas partie du plan Nord. Cet argent-là était déjà promis. Mais là, il a décidé d'intégrer ça comme si, s'il n'y avait pas le plan Nord, il n'y aurait pas ça. Donc, c'est ça le plan Nord, grosso modo. C'est un plan de développement économique beaucoup basé sur le minier et sur l'énergétique. Le groupe Machino 21e siècle n'a pas tant des revendications que des questions importantes à poser au gouvernement du Québec, aux différents intervenants. D'abord, le régime minier actuel, c'est-à-dire la loi des mines, tout le monde sait qu'elle est parfaitement désuète. Le free mining, ça n'a pas de bon sens. Que la compagnie, du moment qu'elle a pris un claim en dessous du terrain qui est en dessous de chez toi, elle peut se dire, ben regarde, si tu n'es pas d'accord à t'en aller, on t'exproprie. Je veux dire, ça, c'est un truc qui date de Mathusalem. Donc, ça, ce concept-là du free mining et du droit d'expropriation doit être retiré. En vertu de la loi des mines, il y a eu des renégociations, c'est-à-dire qu'il y a eu une commission parlementaire sur une nouvelle loi des mines il y a 1 an et quelques. Le projet de loi qui a été présenté par Serge Simard, le ministre délégué aux mines, était parfaitement inacceptable pour 90 des intervenants. Ensuite de ça, il y a le dossier des redevances. Le dossier des redevances, une des choses qu'on dit, nous, c'est, écoutez, ça fait des décennies qu'on donne notre minerai pour des peanuts. Il y a le vérificateur général du Québec qui l'a dit de façon très claire en 2002 et 2008. Si les compagnies minières ont retiré en minerai plus de 15 milliards de dollars de minerai, on n'en a retiré rien. C'est-à-dire que nous, ça nous a coûté de l'argent. Donc, l'idée voulant que ça crée des jobs, c'est pas suffisant, c'est une ressource non renouvelable. Ça veut dire qu'il faut qu'on en retire quelque chose monétairement de ça. Et il y a aussi tout le passif écologique qui est désastreux de la part de beaucoup d'entreprises minières qu'il faut remettre en question. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un fonds dédié qui puisse couvrir toute la, comment dirais-je, la remise en état des sites miniers après que les compagnies soient parties. Parce que là, souvent, ce qu'on fait, c'est oui, on va mettre de l'argent de côté un jour peut-être, on ne le met pas, et quand la compagnie minière décide de fermer la mine, avant de se faire poursuivre, elle fait faillite, puis ils vont réouvrir sous un autre nom. Ça fait partie des nombreux problèmes. Ensuite de ça, il y a tout le dossier qui est lié à l'énergie. Quand il y a eu la table de développement du plan Nord qui a été mise sur pied, la table, c'est-à-dire la table de concertation du plan Nord, il y avait une section développement durable qui faisait partie de cette table de développement-là, cette table de concertation-là. Or, les recommandations qui ont été proposées par les intervenants pour justement intégrer des principes de développement durable, la très grande majorité des recommandations ont été rejetées. Donc, de dire que le plan Nord, ça va être extraordinaire parce qu'on va respecter l'environnement, en fait, ils n'ont pas retenu la plupart des recommandations, les gens qui parlaient de développement durable. Dans le dossier de l'énergie, écoutez, Hydro-Québec a mis en place un projet pour développer, pour investir près de 50 milliards d'ici 2035 en énergie dans le plan Nord. Mais là, présentement, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, un projet comme la Romaine. La centrale hydroélectrique de la Romaine, c'est 1500 MW. Mais là, on vient d'octroyer à 2 alumineries 500 MW et 350 MW en bas de notre prix coûtant. Ça nous coûte, par emploi par année, au mieux, là, si jamais là, ils ont créé vraiment 1300 emplois, puis c'est loin d'être sûr parce qu'on s'en va plus vers 300 emplois pour le bloc de 500 MW, et pour l'autre bloc de 350 MW donné à l'autre aluminerie, il n'y aura pas d'emploi créé. Donc, ça veut dire qu'on parle de subvention minimale de 150 000 $ par emploi par année qu'on fait aux alumineries. C'est pas une façon d'enrichir le Québec, ça. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'on harnache une rivière, on détruit un écosystème pour perdre de l'argent.
C'est parfaitement ridicule. Donc, il y a tout le dossier énergétique là-dedans qui doit être remis en question. Et ça prend une nouvelle stratégie énergétique all together, au complet. Parce que là, on se lance dans des projets de nouvelles centrales hydroélectriques, mais aussi on se lance sans quelque autorisation que ce soit, sans avoir demandé l'aval à qui que ce soit, dans des projets de développement de gaz de schiste, dans des projets de développement d'hydrocarbures, et tout ça s'est fait en catimini. Fait qu'il y a un sérieux problème avec ça. La raison pour laquelle le groupe Made chez nous 21e siècle, appuyé par des gens de la société civile, des artistes, des scientifiques, des syndicalistes, etc., la raison est très simple. C'est qu'en 1944, c'est-à-dire le moment où le premier ministre Adélard Godbout a exproprié la Montréal Light Heat and Power et a fondé Hydro-Québec. OK? C'est arrivé en 1944. Ce qu'on a fait, c'est que tu nationalises pas quelque chose dans les airs, tu nationalises des entreprises. Ça veut dire que tu prends l'argent des citoyens, des contribuables du Québec, pour acheter une entreprise. Donc, on a dédommagé la Montréal Light Heat and Power et on a pris possession de leurs infrastructures de production, de distribution et de transport d'électricité et de gaz naturel. Ce processus-là a été, comment dirais-je, légitimé en 1962 parce qu'en 1962, Jean Lesage, Georges-Émile Lapalme et d'autres députés libéraux voulaient qu'on nationalise at large l'énergie au Québec. Donc, Jean Lesage, quand il a vu ça, parce que la plupart du caucus libéral était contre la nationalisation de l'électricité, et il y avait beaucoup de banquières canadiennes, des compagnies des banques canadiennes, qui disaient, si jamais vous nationalisez votre électricité, on ne vous donnera plus un rond pour que le gouvernement puisse fonctionner. C'est particulièrement insultant parce que l'électricité avait été nationalisée en Ontario 60 ans avant, en 1903. Donc, dans ce contexte-là, Jean Lesage, qui a été habile, a dit « On va déclencher une élection anticipée à caractère référendaire sur le simple thème de la nationalisation de l'électricité. » Et c'est là que tout change dans l'histoire. C'est jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé après, qu'on demande au peuple québécois « Est-ce que vous voulez qu'on prenne votre argent pour qu'on achète des entreprises pour prendre le contrôle de notre électricité et de notre énergie d'une façon plus large? » Donc, c'est pas comme je vous dis quelque chose dans les airs, ça veut dire qu'on prend votre argent et on devient maître chez nous. C'est ça que ça veut dire. Et c'est là que Jean Lesage a dit cette phrase très importante, il a dit « L'ère du colonialisme économique est finie au Québec. » Donc, c'est un but c'était la façon de faire pour ce gouvernement-là d'émanciper économiquement les Québécois. Cette élection-là a été gagnée haut la main à partir du thème de la nationalisation de l'électricité. Donc, là, on continue la suite de ce qu'a commencé Adélard Godbout en 1944. On arrive en 1969, et là, on décide de boucler la boucle. Il y a Daniel Johnson, qui est premier ministre du Québec sous l'Union nationale, qui décide de finir le processus de nationalisation en créant la SOQIP. Société québécoise d'initiative pétrolière. La SOQIP, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent de nationaliser l'énergie en achetant des entreprises, des compagnies comme Shell, etc., les droits d'exploration et d'exploitation qui n'ont pas déjà été achetés par Hydro-Québec, qui n'ont déjà pas été nationalisés par Hydro-Québec dans le gaz et le pétrole. Donc, tout ce processus-là s'est fait de 1944 à 1969, sur 3 décennies. Et là, nous, on a un sérieux problème. C'est que là, on arrive avec l'élection de Jean Charest en 2003. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que quand André Caillé a pris la tête d'Hydro-Québec en 1996, il a décidé de créer la division Hydro-Québec Gaz et Pétrole, où la plupart des actifs qui étaient à la SOQIP ont été transférés à Hydro-Québec Gaz et Pétrole. Hydro-Québec Gaz et Pétrole investit pour faire des explorations géologiques, pour faire des essais, pour faire des tests, etc. Et là, les gens d'Hydro-Québec disent de façon officielle, ça on peut le voir dans l'émission Découverte du 11 janvier 2004, qu'ils ont vu un potentiel de développement et d'exploitation des hydrocarbures sur l'île d'Anticosti. Et donc, Hydro-Québec va se lancer là-dedans. On peut discuter des bienfaits ou des méfaits d'un point de vue écologique, mais si on s'en tient strictement au point de vue économique, Hydro-Québec a dit, on a vu le potentiel, il y en a, on y va. Qu'est-ce qu'on apprend quelques mois après? Qu'Hydro-Québec se fait ordonner par le gouvernement de démanteler sa division gaz et pétrole et qu'on cède tous ces droits-là à des entreprises privées, dont la plupart des actifs sont étrangers. Là, nous, on dit, attendez un peu, il y a un sérieux problème, là. Ces gens-là, la haute direction d'Hydro-Québec et le gouvernement du Québec sont fiduciaires de notre bien collectif. C'est-à-dire que nous, on leur a donné la responsabilité d'en prendre soin. On leur a jamais donné l'autorisation de le privatiser. Au contraire, on leur a demandé de le nationaliser. Donc, ce qu'on dit, c'est que les autres, ils nous ont dépossédés d'un bien qui ne leur appartient pas, mais qui nous appartient.
Et ce bien-là, il a été évalué à plus de 1000 milliards, à plus de 3000 milliards de dollars. Là, on parle de milliers de milliards de dollars. Ce gouvernement-là ne nous en dit pas un mot. Et lorsqu'on demande à voir quelle est la teneur des contrats que vous avez signés avec les différentes entreprises, ils refusent de nous donner accès à ces contrats-là. Nous, on s'était informés au ministère des Finances, au ministère des Ressources naturelles, à Hydro-Québec, à Investissement Québec, et systématiquement, ils nous refusent tout accès à quelque contrat, quelque information que ce soit. Bien, nous, on appelle ça un vol. On appelle ça le plus grand vol depuis la conquête de nos ressources naturelles. C'est quelque chose de très grave. Et justement, c'est pour ça que, en désespoir de cause, parce que, écoutez, il y a des journalistes qui ont demandé accès à cette information-là, il y a des élus qui ont demandé accès à cette information-là, il y a des élus qui ont demandé à ce que le vérificateur général aille voir les livres d'Hydro-Québec, et il y a même l'ancien policier, l'ancien directeur de la SPVM, M. Duchesneau, qui a dit « ça prend une enquête sur Hydro-Québec, il y a des choses graves qui se passent ». Nous, on a dit ça il y a 2 ans déjà. Mais la raison pour laquelle on est allé porter plainte à la SQ, c'est en désespoir de cause, c'est qu'on demande tous les recours possibles et imaginables pour savoir qu'est-ce qui est arrivé de notre énergie. Le gouvernement, systématiquement, nous oppose un mur, nous oppose le silence. Mais là, on est rendu au point de porter plainte à la SQ. On porte plainte pour vol parce qu'on considère que c'est un vol. Les policiers ont accueilli notre plainte, ne savent pas trop quoi en faire. Nous, on leur a commencé à leur envoyer des informations. On les rencontre bientôt à nouveau. On ne sait pas qu'est-ce qui va en être. Moi, je peux vous dire que d'expérience, parce que je connais des gens du milieu policier depuis 30 ans, je sais que ces gens-là sont de bonne foi et cherchent à faire le maximum du possible. Ils ont à cœur l'intérêt public. Mais la réalité aussi, c'est que ces gens-là peuvent se retrouver à avoir les mains attachées par le politique. Donc, il est trop tôt pour dire qu'est-ce qui va arriver de notre plainte. Mais une chose est certaine, c'est que auprès des Québécois, les gens se rendent bien compte qu'ils sont en train de se faire déposséder du contrôle de leurs ressources.